Dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et cette semaine, on reçoit Vincent Hugeux, qui est grand reporter à l'Express, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, Bruno Darou, chef du service international de RFI Radio France Internationale, et Maurice Ulrich, qui est éditorialiste à l'Humanité. Plus de 7 millions donc, de Tunisiens sont appelés à voter ce dimanche pour la première fois. Après 55 ans de dictature, une élection qui se veut libre, transparente, multipartite. Les Tunisiens vont élire une assemblée constituante qui sera chargée de légiférer jusqu'à la tenue d'élections générales. Et c'est le parti islamiste Ennahda qui est donné favori. Je vous propose tout de suite d'écouter le premier ministre tunisien Essebsi qui appelle ses compatriotes à voter sans peur. Je veux rassurer les citoyens. L'élection va bien se passer et je leur demande d'aller voter, sans peur, sans hésitation et sans craindre des intimidations. Ce gouvernement va continuer à gérer les affaires du pays jusqu'à la passation de pouvoir. Après les élections, la Cour administrative va se prononcer et on estime que la passation de pouvoir ne se fera pas avant le 9 novembre. Ziad, vous êtes tunisien, vous avez voté en France, on l'a vu sur l'encre sur votre droit. Que représente cette élection pour vous? Moi, je pense que pour moi, et enfin, au-delà pour la Tunisie, c'est un moment très important pour deux raisons. La première, c'est que d'abord, c'est une transition qui s'est relativement bien passée, compte tenu de l'énormité de ce qu'a été la chute de Ben Ali, de ce qu'a été cette révolution. Les mois ont été très difficiles, dans un climat social très tendu, dans un climat politique très tendu, mais quand même, on arrive à des élections qui sont ouvertes, qui sont organisées par un organisme indépendant, dans lequel il y a des centaines de listes, dans lequel les gens se sont beaucoup impliqués. Alors on a un peu tendance, oui, les Tunisiens comprennent pas. Moi je crois pas. Je crois que les Tunisiens ils ont bien compris l'enjeu. Et ceux qui ne votent pas, par exemple, ils ont un discours extrêmement rationnel derrière leur volonté d'abstention. Donc je pense qu'il s'est passé quelque chose sur le plan politique dans ce pays qui est le début d'une histoire. Et ça c'est le deuxième point, c'est que l'élection de dimanche, c'est pas la fin d'un processus, ce n'est que le tout début d'un processus. C'est-à-dire que la démocratie, la construction de la Tunisie de demain, elle va commencer le 23 octobre. Personne ne sait ce que c'est que le rapport de force politique aujourd'hui en Tunisie. Les gens disent Ennahda, très favori, mais personne ne sait. Les islamistes, personne ne sait. 15%, 20%, 30%. Personne ne sait ce que représente le Front de gauche. Personne ne sait ce que représentent les partis traditionnels de droite. Tout ça, c'est une inconnue absolue dont on verra le début des choses s'éclaircir à partir du 24. Et l'enjeu de la Constitution, à ce moment-là, va rentrer dans la réalité. Il va falloir se battre sur des concepts juridiques, sur l'organisation de l'État, sur les droits civiques, sur les droits des femmes, sur la place du religieux dans l'État. Tout ça, ça va arriver maintenant. Pour le moment, on est dans la discussion politique bien organisée, moi je trouve, et prometteuse. Et demain, il y a la construction d'une nouvelle Tunisie avec ses risques, le saut dans l'inconnu, le danger, pas le danger, tout ça, personne n'en sait rien. Oui, enfin, quand même, je pense que Ziad a raison de souligner les aspects positifs, mais enfin, dans la campagne telle qu'elle s'est déroulée, de ce que j'en sais, il y a déjà eu quand même de fortes tensions venant notamment du parti Ennahda. Alors notamment, il y a le film Persépolis qui a été diffusé, la télévision tunisienne a été attaquée, il y a une jeune fille voilée qui est arrivée dans... Non, mais simplement pour par exemple, les gens du parti démocrate et moderniste, que tu appelles Front de gauche ou le PDM, approchant, il faut quand même fait traiter déjà de mécréants, d'athées, etc. Parce qu'ils ont une position... Et en même temps, ce sont des gens qui ont aussi une habitude, effectivement, de lutte contre l'islamisme. Moi, la fondatrice du Front, Fawzia Farida Charfi, elle dit que les islamistes, ils combattent depuis les années 70. Parce qu'elle, dans son université, elle a dû affronter des gens qui refusaient absolument que la vitesse de la lumière ait été donnée par Einstein. Alors, c'est vrai qu'apparemment, depuis, ça peut... mais sur les incidents, quand même, autour du film Persépolis, le parti Ennahda s'est quand même dissocié très vite de ce qui s'était passé. Oui. Bon, ça a été attribué, je crois qu'ils étaient 200 extrémistes. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, les images sont très fortes, mais est-ce que ça représente vraiment un danger? Enfin, ça, évidemment, je parle sous le contrôle de Ziad, mais en tout cas, dans les discours, le parti Ennahda dit clairement, nous suivons le modèle à la turque. Alors, il y a des soupçons de double langage, etc. Mais enfin, pourquoi aussi ne pas leur accorder crédit? L'islam et d'ailleurs, c'est un très bel enjeu. L'islam et la démocratie, la réconciliation de ces deux concepts n'est pas impossible. Les manifs les plus virulentes contre la diffusion du film de Marjane Satrapi, Persépolis, ont été, à ma connaissance, avant tout orchestrés par des salafistes qui n'ont pas de représentation politique officielle. C'est vrai qu'il semble que leur rang ait été quelque peu grossi par des jeunes
de Ennahda. Et au passage, ça nous invite à regarder d'assez près ce parti qui est trop souvent présenté en Occident comme un bloc homogène, et il ne l'est pas. Entre les vieux de la vieille qui ont vécu en partie en exil, où ils ont été parfois défendus par des organismes de droits de l'homme, et ceux qui ont connu et qui ont 25 ou 30 ans aujourd'hui les geôles de Ben Ali, il n'y a pas nécessairement une harmonie parfaite. Et d'ailleurs, un autre phénomène qui a été masqué par la chape de plomb Ben Ali, c'est qu'au fond, il y avait, et là encore le seul citoyen électeur tunisien me corrigera si je me trompe, il y a eu malgré tout une islamisation, une réislamisation de la société tunisienne, donc qui trouve aujourd'hui une expression politique parce que la liberté de vote est enfin garantie, mais ça n'est pas tombé du ciel hier matin. Donc on se calme un peu. Non, mais je pense que Vincent a raison. Je pense qu'il faut vraiment considérer le problème des islamistes. Les révolutions arabes ont au moins réglé ce problème. C'est qu'on ne pourra pas régler le problème islamiste par des régimes autoritaires qui ont un discours complètement paranoïaque sur la question. Les islamistes font partie de l'équation politique pour deux raisons. La première, c'est parce qu'ils ont quand même une arme atomique cachée qui est le relais au sacré, dans des sociétés où le sacré a une importance énorme. Donc quand vous, dans les mosquées, il faut pas non plus ne pas dire la vérité, Ennahda a fait campagne dans les mosquées. Alors quand vous avez un chir de mosquée qui vous dit c'est la bonne voie en gros, les gens, bon, il faut pas leur en vouloir s'ils sont influencés. Et deuxièmement, quelque chose qu'on ne sait pas assez, c'est que les partis islamistes sont aussi des partis, je vais utiliser une rhétorique communiste, c'est des partis de lutte des classes. La partie bourgeoise, la partie intellectuelle d'Ennahda, c'est quelques personnes. Mais la réalité des troupes, c'est la lutte des classes. C'est la lutte contre cette bourgeoisie corrompue qui n'a rien fait pendant les années Ben Ali. C'est les bagnoles qui valent 500 000 $. C'est la Tunisie des côtes qui vit du tourisme, de l'industrie du service, alors que nous, on est rejetés dans la périphérie de ce pays et qu'on est le peuple de ce pays. Et que par ailleurs, on croit au sacré. Donc il faut casser ce code-là. Et c'est pour ça que les élections sont importantes, parce qu'on va enfin faire de la politique dans ces pays et lutter contre le discours islamiste qui est quand même un discours efficace. Non, mais j'entends bien le côté, on va dire, des gens qui souffrent, des déclassés, etc. Mais on sait très bien, y compris dans d'autres situations, que ce type de discours-là peut aussi mener au Front National et au fascisme. Donc ça peut aussi mener à penser que la charia, par exemple, doit être inscrite dans la Constitution et qu'elle doit constituer l'ordinaire de chaque citoyen tunisien et encore pire de chaque citoyenne tunisienne. Donc ce que je veux dire, c'est que cette tension, effectivement, qui reflète le malaise de la société, les gens laissés pour compte, etc., mais justement, raison de plus pour être attentif à ce qui se passe. Mais ils seront mis au défi, parce que s'ils font 30 ou 40% et qu'ils sont au centre de l'Alliance, on va voir s'ils tiennent leur promesse de ne pas confisquer l'État. Et j'ajoute, de ne pas confisquer la démocratie. Je voudrais quand même moi m'interroger sur quel va être le jeu de la France, des États-Unis et d'autres par rapport justement à Ennahda et aux islamistes, parce qu'il me semble que d'ores et déjà, ils sont un petit peu caressés dans le sens du poil. Pourquoi ? Parce qu'ils sont aussi une garantie d'ordre, de stabilité pour les affaires. Il y a aussi ça quand même. C'est le complot américano-saoudien, on voit beaucoup ça sur Facebook, etc. C'est qu'il y aura une espèce de... Je n'ai pas dit ça comme ça, je n'ai pas les théories du complot. Non, mais on est très friands, nous les orientaux et les maghrébins, de la théorie du complot, mais il y a cette théorie comme quoi les Américains et les Saoudiens se seraient mis d'accord pour avoir une espèce de zone comme ça, islamo-conservatrice, relativement tranquille. Moi, j'y crois pas beaucoup. En tout cas, on espère que ce scrutin se passe bien, parce qu'il donnera peut-être aussi une impulsion après pour l'Égypte, qui va voter aussi le 28 novembre. Pays est différent. On l'a souvent dit ici, c'est vrai. On en reparle cette semaine encore. L'euro, Vincent Hugeux, et oui. Vous vous réjouissez, et pourtant l'heure est grave, vous savez que l'heure est très très grave, que la Grèce pourrait faire défaut, Vincent, que l'Espagne et l'Italie vont mal, et que la France est à son tour menacée. 2 sommets européens sont donc prévus. L'un aura lieu ce dimanche, un autre aura lieu mercredi prochain. Et ce sont les négociations de la dernière chance. C'est ce qu'a dit Wolfgang Schäuble, qui est le ministre allemand des Finances. On l'écoute. La situation est sérieuse. Nous avons une grosse responsabilité et chacun le sait. Nous savons que les perturbations sur les marchés financiers auront un impact grandissant sur l'économie tout entière. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'Europe, de la zone euro et de tous nos États membres, mais aussi de l'économie du monde entier. La semaine prochaine se tient le sommet du G20 et nous savons que nous devons prendre les décisions nécessaires avant le sommet du G20 de Cannes, les 3 et 4 novembre prochains.
L'heure est grave, Vincent Hugeux. L'heure est grave. Et alors, reportage de terrain, au péril de ma vie, voilà 2 heures, j'étais dans un bistrot du 6e arrondissement de Paris, et il se trouve que le café en question est tenu par un grec d'origine. Et il y avait là une conversation que j'ai écoutée avec beaucoup d'attention, sachant que nous parlons évidemment ici de l'euro, à mon grand soulagement. Et que disait le patron du bistrot en question? Il disait, mais au fond, si la Grèce est en train de sombrer, c'est la faute à quoi? Et le cœur des consommateurs répondait, c'est la faute à l'euro. Et ça m'a terrifié, parce que ça veut dire qu'on a là, sur une anecdote évidemment, qui n'a pas de valeur statistique, on a là quand même, au fond, l'illustration de l'échec de la pédagogie politique. C'est-à-dire que l'euro, qui est une construction, qui est d'une certaine manière une abstraction, est devenu un personnage qui serait au fond le responsable du naufrage aujourd'hui de la Grèce, poursuivez mes commensaux, et demain du Portugal, de l'Italie, et bien sûr de la France, un jour notre reviendra. C'est-à-dire que des campagnes qui, à mon avis, sont passéistes, rétrogrades, anachroniques et d'une certaine manière ineptes, du style « revenons à nos monnaies nationales, le sauvetage est là », prennent corps chez les citoyens qui pourtant ne sont pas stupides. Donc je crois qu'il y a là une vraie défaite de la pensée et de la pédagogie politique. Défaite peut-être de la pensée, mais défaite des politiques peut-être aussi. C'est quand même ça des politiques, puisque ça fait maintenant quelques semaines que les dirigeants européens ne montrent pas un leadership, c'est le moins qu'on puisse dire, très imaginatif, capable de se mettre en accord. Là, on est plutôt, quand on dit c'est les négociations de la dernière chance, c'est parce qu'en gros, il y a le camp des Latins et le camp des Nordiques qui n'arrivent pas à s'entendre, amenés par l'Allemagne et la France, enfin pour résumer, pour un peu résumer. Bon, d'un côté Italie, Espagne, France, et puis Pays-Bas, Finlande, Allemagne, et l'Allemagne qui est toujours très réticente sur le rôle, parce qu'en fait la discussion maintenant c'est ça, c'est sur le rôle du fameux fonds européen de soutien financier qu'on a mis beaucoup de temps à faire voter par tous les parlements, et une fois qu'il est voté, ça vient d'être fait. C'était 440 milliards d'euros. On se dit c'est pas suffisant, maintenant c'est déjà trop tard. Il faut aller à 1000 milliards d'euros. C'est un peu le débat des prochains jours. Les Allemands ne sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord non plus pour transformer ce fonds en véritable banque européenne, ce que les Français souhaiteraient faire, mais les Allemands évidemment ne veulent pas en entendre parler. Donc on est dans ce débat-là et on ne voit pas pour le moment comment ça va se jouer. Ça se joue quand même essentiellement beaucoup entre Paris et Berlin, puisqu'il y a encore une réunion samedi soir entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Les deux sommets, en fait, c'est intéressant. Le sommet dimanche, c'est un sommet des 27, et le sommet mercredi soir, c'est un sommet de la zone euro. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les pays de l'Union européenne qui ne font pas partie de la zone euro, notamment les Polonais qui devraient diriger les débats, disent vous êtes gentils, mais nous on n'a rien à dire. Et ceux qui sont dans la zone euro disent écoutez, c'est normal que vous n'ayez rien à dire puisque ce n'est pas votre monnaie. Donc ça donne une impression. Mais je crois que c'est Jean-Claude Juncker qui l'a dit aujourd'hui. Voilà. C'est une image désastreuse qu'on donne de la zone euro. Ce qui est dit est tout à fait pertinent et parfaitement exact. En même temps, je crois qu'il faut dire très fermement que la perte de l'euro serait une catastrophe pour les pays qui repasseraient une monnaie nationale. Pour une raison toute simple, qui est qu'ils continueraient à payer leurs dettes en euros. Et donc, il y aurait immédiatement une dévaluation phénoménale. Et donc, d'ailleurs, en France, Marine Le Pen ment effrontément quand elle dit que ce serait une chance pour la France. C'est tout le contraire. Ce serait une catastrophe économique puisqu'on continuerait à devoir payer les dettes en euros. Donc, la monnaie nationale vaudrait quoi? Ce serait une monnaie je veux dire, la sortie de l'euro, il dit que ce serait très dur dans un premier temps, parce qu'effectivement, il y aurait ce phénomène que vous décrivez, mais dans un deuxième temps, on retrouverait notre souveraineté de politique économique, et donc on pourrait faire un peu ce qu'on veut, regarder les Britanniques. La souveraineté, juste avant, la souveraineté de politique économique, justement, elle n'est pas menacée, elle est menacée actuellement par l'idée d'une gouvernance européenne qui imposerait d'en haut aux États les carcans de leur politique économique. Ça, c'est une autre chose, et c'est un autre débat. Ça dépend comment on prend le débat, parce qu'à partir du moment où on a une monnaie commune, il faut, c'est un peu tout le débat, il faut un peu lâcher sa souveraineté. Entre une gouvernance commune adémocratique, on va dire, je ne vais pas dire antidémocratique, mais adémocratique, c'est-à-dire qui prendrait ses décisions, etc., et une politique de coopération entre les États européens, etc., il y a quand même une sacrée différence. Ça dépend ce qu'on appelle gouvernance, le renforcement de la gouvernance économique. Ça dépend ce qu'on met derrière. Le renforcement de la gouvernance, pour le moment, c'est une gouvernance d'en haut, et qui ne fait aucun cas des parlements nationaux, la démocratie dans chacun des pays concernés. Ziad, un dernier mot sur la zone euro. Moi, je crois que les opinions publiques, elles comprennent rien.
et que du coup, alors évidemment, on peut donner ça sur le dos de l'euro, pourquoi pas. Je crois aussi que la dramatisation et la dédramatisation permanente des rendez-vous du dimanche, on est au bord du gouffre, on est au bord du gouffre, mais on était déjà au bord du gouffre, il y a 6 émissions, 7 émissions, on va être au bord du gouffre la semaine. Donc les gens, au bout d'un moment, ils se disent, bon, tout ça, c'est des discussions de technocrates et de politiciens. Jusqu'au moment où on va leur apporter la facture, on va leur dire, vous avez un plan d'austérité. Oui, mais je pense que les gens comprennent baisse de salaire, les gens comprennent chômage, les gens comprennent précarité, les gens comprennent difficulté à vivre. Mais ces discussions absolument incompréhensibles, je pense même pour des gens qui ont fait bac plus 12, on comprend rien. Je veux dire, à un moment, il faut que ça s'arrête et qu'on revienne, qu'on parle aux opinions avec des choses simples qui peuvent être accessibles et qu'on arrête de leur dire demain c'est Armageddon et finalement lundi c'est pas Armageddon. Ah ben non, finalement on a trouvé une solution pour reporter Armageddon. De ce point de vue-là, le fait d'annoncer hier qu'il va y avoir 2 sommets, c'est-à-dire que celui de dimanche, on sait déjà qu'il va servir à rien. Donc, oui, parce qu'on mise tout sur le sommet de mercredi. Pédagogie politique, c'est quand même. On mise tout sur le sommet de mercredi. Alors on va arrêter là sur la zone euro. On va arrêter là. Mais il nous reste quelques minutes et je voudrais faire un tour de table très rapide pour vous demander ce qui vous a marqué. Vincent Hugeux, on va commencer par vous. Ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine, évidemment, hormis les thèmes qu'on a abordés ce soir. Alors, dans l'actualité de la semaine, ce qui m'a marqué, c'est cette offensive menée par l'armée kenyane sur le territoire de la Somalie voisine. Prétexte officiellement invoqué, la sécurité nationale du pays est menacée notamment par les prises d'otages, dont on a vu que l'une s'est tragiquement soldée par la mort de cette Française, Marie de Dieu, qui sont des prises d'otages perpétrées en territoire kényan, mais des rapts qui ensuite conduisent leurs victimes sur les terres somaliens. Et simplement, en une phrase, j'ai l'impression que sur le mode rien appris, rien compris, on n'avance pas. C'est-à-dire qu'on a vu une intervention massive des Éthiopiens dans le même pays pour venir faire échec aux islamistes somaliens. Ce fut un fiasco. Et derrière tout ça, dans la coulisse, il y a effectivement les États-Unis qui veulent mener une guerre par procuration pour garantir une certaine forme de sécurité géopolitique. Ayons un œil là-dessus. Très très rapidement, Maurice Ulrich. Écoutez, moi ce qui m'a marqué, c'est la concomitance de la fin de Kadhafi et de la naissance du bébé Sarkozy. Je trouve que la Sarkozy a vraiment fait très fort pour que les deux se passent en même temps et que si en plus les All Blacks, la France gagne contre les All Blacks dimanche, je pense que Sarkozy retourne la situation. Bruno Darou, très très rapidement, Bruno. Alors, très rapidement, il y a l'ETA quand même qui annonce la fin du terrorisme de manière définitive. C'était important le terme définitif. On a quelques parce qu'ils l'ont annoncé quand même à plusieurs reprises. Voilà. Quand même. Oui, mais ils ne prononçaient pas le mot définitif. Là, ils l'ont prononcé à quelques semaines des élections législatives anticipées, ce qui est plutôt bien pour le Parti populaire finalement. François Hollande, parce qu'il fait, j'ai lu The Economist, c'est la une de la page Europe, sauce hollandaise. Bon, on est dans cette période d'état de grâce, et puis il y aurait d'autres, il y a la Thaïlande, notamment qui reste... 10 secondes. Bangkok. Ouais. Terrible choix politique, qui on va inonder, qui on va ne pas inonder. Et puis quand même le réchauffement climatique, tous les jours qu'on voit devant nos yeux, est-ce que c'est la vérité, c'est pas la vérité, mais on voit que ça impacte des millions de gens dans des villes qui ne sont pas des petites villes. Merci à tous les 4 d'être venus dans la semaine dans le monde pour commenter toute l'actualité de la semaine. Moi, je vous retrouve dimanche soir à partir de 20h heure de Paris pour une grande émission spéciale élection tunisienne et vous serez avec moi, Ziad Limam, en plateau. Mille merci à tous les 4. Très bon week-end, très belle soirée. Voter pour enterrer la dictature. La Tunisie se prépare à ses premières élections libres depuis la chute de Ben Ali. Le 23 octobre, les Tunisiens sont appelés aux urnes pour élire leur assemblée constituante. Elle devra rédiger une nouvelle constitution et choisir le futur président. Les électeurs se déplaceront-ils en masse? Favoris, les islamistes s'imposeront-ils? En direct de Tunis, à partir de 20h, heure de Paris, retrouvez nos envoyés spéciaux et nos invités. Suivez en direct cette journée historique sur France 24.